Cette semaine, Madame et Série s'intéresse de près aux séries venues du froid. La Scandinavie étend son talent sériel au monde entier depuis plusieurs années. Pour en parler, nous avons rencontré Pierre Cérisier, romancier et journaliste sur le blog du Monde et auteur d'un ouvrage consacré aux séries nordiques, L'Empire de la mélancolie. Au milieu des années 90, que ce soit au Danemark, ou en Norvège ou en Suède, la télévision publique n'était pas de très bonne qualité, la programmation et la production télévisuelle originale n'étaient pas très bonnes. Et ils ont très humblement commencé à prendre le chemin de Hollywood et ils sont allés là-bas, ils sont allés voir qu'est-ce qu'on faisait. Et notamment, ils sont allés voir Hill Street Blues, ils ont regardé comment les Américains travaillaient, comment on faisait 24 épisodes dans une saison, comment on travaillait en atelier d'écriture, quels étaient les procédés de production. Le but, c'est pas de copier ce que font les Américains, c'est de se dire comment on pourrait le transposer dans notre culture. Ils pensaient déjà à exporter, et ils pensaient à exporter leur exotisme. Donc, ils avaient un exotisme qu'ils ont bien protégé, qu'ils ont bien restitué, et ils l'ont enveloppé avec des thèmes généraux qui étaient très faciles de vendre. Du coup, ça marche formidablement bien, que ce soit avec The Killing ou avec Borgen. Tout d'un coup, on se dit, mais oui, on comprend ça, on comprend ces grandes thématiques, et on est attiré d'abord par cette langue qu'on ne comprend pas. On a beau faire ce qu'on veut, on n'arrive pas à capter un mot, et en même temps, on voit ces gens vivre ensemble, se tutoyer, avoir des relations amicales qu'on ne connaît pas forcément. Et il y avait quelque chose de très nouveau et en même temps quelque chose d'assez connu. Les codes qui nous étaient demandés de reconnaître, on les percevait tout de suite. C'est par le polar, genre codé et facilement exportable, que les séries scandinaves se sont ouvertes au monde. Et sont arrivées toute une génération d'écrivains qui se sont mis à écrire des romans policiers et qui faisaient suite à une génération vraiment très forte, très nourrie, très abondante d'auteurs américains qui sont arrivés en Occident aux alentours du milieu des années 80, fin des années 80, début des années 90. Et il y a eu un phénomène qui a pris, mais en Allemagne, en France, en Espagne, il y a eu des traductions quasiment dans tous les pays. Ça a vraiment pris parce qu'il y avait ces paysages, cette lenteur, ces personnages un peu ordinaires et banals, cette mélancolie, donc qui apportait quelque chose de nouveau, qui changeait du héros plus grand que nature que nous proposaient les Américains. Ils se sont dit, voilà, on est tourné vers l'exportation, ce qui nous intéresse, c'est d'exporter des fictions télé. Donc on va commencer par ce créneau-là. Et en fait, la fiction policière a été pour eux un moyen d'entrer sur les marchés étrangers. Héritières d'une tradition cinématographique forte, les séries nordiques cassent le moule et inventent leur propre code, valable le temps d'une saison. Une méthode qui pourrait s'inspirer du dogme, mouvement lancé par plusieurs réalisateurs danois sous l'impulsion de Lars von Trier et de Thomas Vinterberg en 1995. Lars von Trier et Vinterberg, ils ont fait leur dogme. Bon, ils ont donné un grand coup de pied dans la fourmilière en disant non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais ils ont juste cassé le cadre, ils ont cassé l'image et ils ont essayé de se dire bon, on sort du carcan habituel qui nous empêche de faire notre cinéma, de renouer avec l'expressionnisme allemand ou avec le néo-réalisme italien et on va faire quelque chose de beaucoup mieux, vous allez voir. Et en fait, l'argent c'est mal et on va pouvoir faire du super cinéma avec 2 francs. Bon, le truc, je pense que ils ont eu cette idée-là aussi de casser des choses. C'est-à-dire que je reste convaincu que c'est toujours bon de se révolter contre ce qui existe. Et le meilleur moyen de créer des choses, finalement, c'est d'en casser d'autres. Cette façon de casser les cadres a été plutôt en interne. C'est-à-dire que ça n'est pas forcément visible sur l'écran. Ça a été de créer un certain nombre on va dire, de tables de la loi auxquelles ils se sont référés. Donc c'était une grande idée. Le souci d'avoir un discours pédagogique est d'avoir 2 niveaux de lecture, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui nous apprend des choses, qui nous enseigne un certain nombre de choses, mais aussi qui nous divertit. L'autre façon de casser les cadres a été de se dire, voilà, on va prendre des équipes mobiles, on va faire une série, et en fonction des épisodes qu'on fait, on va faire venir tel réal, on va utiliser un scénariste, on va utiliser tel système de production, et d'avoir quelque chose d'extrêmement souple, donc de ne pas avoir des gens qui étaient
associés en permanence sur un projet, mais qui venaient de manière ponctuelle en fonction de leur talent personnel. En fait, ça changeait le rapport, on va dire, à la production. On n'était pas dans ce carcan qu'on a encore un peu chez nous, où tu as le scénariste ou les deux scénaristes qui sont pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, qui font un scénario, qui sont que tous les deux, qui le remettent à leur producteur, qui leur renvoient avec les commentaires de la chaîne, etc. Et qui créent, au moins en France, une rigidité qui n'est pas vertueuse. Avec ces séries, la Scandinavie exporte un mode de vie et une façon différente de voir le monde. Kommer ni att hjälpa mig med en bänkpress här borta? L'utopie social-démocrate, c'est cette espèce de classe moyenne où il n'y a pas de très très riches, mais il y a encore moins de pauvres. Il y a une proximité avec l'extraordinaire du quotidien qui démythifie les choses. Si tu vas à Copenhague, le palais du gouvernement, tu peux rentrer dedans, comme ça. C'est-à-dire que tu y as accès, les voitures passent devant, il n'y a pas spécialement de sécurité. Les gens sont relativement proches de leurs élus ou de leurs représentants. Voilà. Et du coup, ce qu'on voit très bien dans Borgen, c'est une housewife, parce qu'elle est mère de famille, et tout d'un coup, elle devient Premier ministre. C'est ce qui peut se passer dans un pays comme le Danemark. Katrine, det er ikke forberedt til. Det er ren impro, det hun står og fyrer af. Om vores politik. Og alt det gør vi, fordi det er så vigtigt at ramme rigtigt. Lige nu står min spindoktor ude i kulissen og korser sig over, at jeg ikke holder mig til min tale. Han er også meget ked af, at jeg ikke har taget det tøj på, som vi har aftalt. Men sagen er, at jeg desværre ikke kan passe det for øjeblikket, fordi jeg er blevet lidt for tyk. Ils ont un rapport, on va dire, à la parité et à l'égalité homme-femme qui est beaucoup plus avancé et beaucoup plus admis dans les mœurs que chez nous. Je pense qu'ils sont dans cette espèce de position post-féministe et du coup, ils ont des personnages féminins qui parfois ont des caractéristiques de comportement qui sont très associés à des traits de caractère masculins. Dans Bronn, enfin The Bridge, Saga Noren, elle est un peu associable, elle est habillée avec un grand manteau, un grand cache-poussière, elle porte des bottes, elle est à peine peignée, elle a un visage un peu sévère. On dirait presque un homme. Ja. Kan du bare lukke af for sådan noget? Jeg tænker bare på det, som jeg vil tænke på. Du er heldig. Je trouvais ça très intéressant d'avoir fait cette translation entre les deux. Juste pour dire, voilà, il n'y a pas une typologie féminine et il n'y a pas une typologie masculine. Et quand on crée un personnage, on peut tout à fait inverser les polarités, on peut changer les rôles et ça fonctionne très bien, voire même ça fonctionne mieux quand on le fait comme ça. La leçon à tirer du succès des séries scandinaves est simple. C'est en s'affranchissant des règles et en accompagnant l'évolution de la société qu'on progresse. Un exemple à suivre. Oh, you're in the postal service. I'm chief of police. Okay.